Et pour introduire la table ronde, la filière électrique représentée par cette grande fédération, l'UFE, Jimelec, le CERS, FFIE, FIEC, IGNES et Promotelec, eh bien, vient précisément de publier une étude. Et c'est Pascal Jean qui va nous en parler, associé chez PwC, et qui a accompagné la filière. Alors, quels sont, Pascal Jean, les quelques enseignements à retenir de cette étude ? Bien, bonjour à tous. Tout d'abord, je suis très honorée d'être avec vous aujourd'hui et d'avoir l'opportunité de vous présenter cette étude qui a été réalisée donc, pendant ces derniers mois avec l'ensemble des fédérations sur ce slide. Cet exercice, en fait, c'est une première. Pourquoi ? Parce que justement, elle rassemble en fait l'ensemble de ces acteurs de la filière dite électrique autour du bâtiment et des problématiques de transition énergétique. Et je tiens vraiment à remercier enfin l'ensemble des fédérations qui ont travaillé avec nous cet été pour réaliser en fait ces travaux. Je remercie également l'organisation du colloque, Madame la Présidente, de nous donner l'opportunité de présenter cette étude et me donner aussi l'opportunité de représenter en fait l'ensemble de ces acteurs pour cette étude. Alors, pourquoi cette étude et pourquoi faire cette étude maintenant ? D'une part, l'idée de l'étude, c'est de définir entre les acteurs de la filière la place de l'électricité dans le secteur du bâtiment. Quand on parle aujourd'hui et maintenant du secteur du bâtiment, on parle à la fois du neuf, de l'ancien, du résidentiel et du tertiaire. Donc l'étude vise effectivement à couvrir l'ensemble de ce secteur du bâtiment tel que je viens de le définir. Il vise également à replacer l'usager au centre de toutes les problématiques auxquelles fait face le secteur du bâtiment. Quand je parle d'usager aujourd'hui, je vais parler de l'individu dans son usage du bâtiment et non pas l'usager du service public, dont on va peut-être parler beaucoup prochainement. Donc l'objectif du travail, c'était collectif, encore une fois j'insiste, c'était réellement de replacer en fait l'usager au cœur de ces problématiques. Et surtout de travailler ensemble entre les métiers et les segments de cette filière qui est assez multiple, en vue de décloisonner les points de vue. L'objectif, c'est de porter, à travers cette étude, une vision commune des actions à mener, des enjeux, et finalement de porter au sein de l'ensemble de la sphère publique la vision d'un bâtiment performant et résilient aux enjeux des transformations auxquelles fait face ce secteur. Pour venir sur les enjeux auxquels ce secteur fait face. Bon, tout d'abord, il y a tous ces nouveaux comportements dans les usages du bâtiment qui sont bien identifiés. Le bâtiment peut passer aujourd'hui d'une habitation à avec un espace de télétravail, du coworking, etc. Mais il y a aussi des tendances démographiques qu'il faut que nous ayons tous en tête. La diversification de la famille, mais aussi le maintien à domicile. Un chiffre, plus d'1 million de personnes maintenues à domicile d'ici 2030, soit plus de 50% des personnes qui sont actuellement à domicile dans les locaux. Le deuxième sujet dont on parle beaucoup et dont on a peu parlé aujourd'hui et sur lequel je voudrais revenir, c'est toute la transformation numérique qui touche très fortement le secteur du bâtiment. Aujourd'hui, le bâtiment est appelé à devenir intelligent, à intégrer des nouvelles technologies à côté de métiers beaucoup plus traditionnels. On va parler du BIM, on va parler de la blockchain, on va parler de l'intelligence artificielle qui est vue comme un levier extrêmement important pour permettre au bâtiment d'être pilotable demain. Mais pour aller plus loin, c'est le bâtiment en lui-même qui est appelé à devenir une brique intelligente du système électrique. Et ça, c'est nouveau. Effectivement, le déploiement de l'autoconsommation, du véhicule électrique, des bornes de recharge et le couplage en fait, de l'ensemble de ces éléments avec la gestion d'énergie positionne le bâtiment comme une des briques du système électrique en tant que tel. Enfin, je crois que ça a été beaucoup dit aujourd'hui, il ne faut pas se tromper. L'enjeu principal du secteur du bâtiment aujourd'hui, c'est bien celui de la transition énergétique et climatique. Remettons les chiffres en perspective. Le bâtiment, aujourd'hui, c'est 46% de la consommation d'énergie en France. C'est 20% des émissions du gaz à effet de serre. Donc le bâtiment est un enjeu clé de la politique climatique française et de sa transition à venir. On a une loi, la loi énergie-climat, qui fixe clairement l'objectif de neutralité carbone à atteindre d'ici 2050. En pratique, ça veut dire quoi pour le bâtiment ?
Ça veut dire que le bâtiment doit réduire de 95% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. Comment y arriver ? Ça passe par la construction, mais ça passe aussi par la rénovation. Et la stratégie nationale bas carbone, dont on a parlé beaucoup aujourd'hui, fixe en fait, d'une part, le nombre, mais aussi la trajectoire des rénovations à réaliser d'ici 2050 pour réaliser cet objectif. Quel est le constat aujourd'hui ? Nous ne sommes pas sur la trajectoire. Il n'y a pas assez de rénovations et les rénovations actuelles ne permettent pas de répondre aux enjeux d'efficacité énergétique recherchés. Alors, par rapport à ces enjeux, l'étude s'est attachée à travailler sur 2 volets. D'abord, comme la question de la trajectoire est clé, un premier volet quantitatif qui a cherché à travailler sur une trajectoire optimisée pour atteindre l'objectif de 2050. Cette trajectoire optimisée, elle propose d'avoir d'une part des actions plus ciblées de rénovation, là où il y a des besoins, bien évidemment, et de favoriser le déploiement d'un certain nombre de solutions énergétiques et d'équipements électriques beaucoup plus performants et pilotables. Dans cette trajectoire, on peut atteindre l'objectif de 2050 en ayant une massification moindre des rénovations et en ayant un travail plus ciblé. C'est une approche assez pragmatique, en fait, par rapport à l'enjeu que l'on cherche et les moyens que l'on a. Mais sa mise en œuvre, elle va nécessiter de restaurer la confiance entre les acteurs et de favoriser les adoptions, notamment en travaillant sur les usages. D'où l'idée de replacer, en fait, les usages au centre des échanges. C'est sur quoi on a travaillé dans le volet qualitatif. Et dans le volet qualitatif, on s'est attaché à identifier 9 grands cas d'usage qui permettent justement de favoriser l'adoption. Et ces 9 cas d'usage visent d'une part à permettre au scénario bas carbone d'être mis en œuvre, le fameux scénario qui permet d'atteindre l'objectif de neutralité bas carbone à 2050, mais aussi de remettre le besoin de l'usager au centre des discussions et de l'aborder en fait dans l'ensemble de sa problématique, c'est-à-dire en termes de confort, en termes de sécurité, en termes de qualité de l'air et bien évidemment d'efficacité énergétique. Ce qu'on cherche en fait, c'est réellement à faire émerger un bâtiment résilient et évolutif. Ce sont les 2 grands volets de l'étude qui nous ont permis également de proposer 6 grandes recommandations déclinées en 21 mesures assez concrètes qui touchent à la fois le neuf, l'ancien, la rénovation, le résidentiel et le tertiaire. L'ensemble de ces éléments, vous les avez en fait dans votre pochette qui vous a été remise aujourd'hui, avec une description de ces 21 mesures. Je ne vais pas y revenir dessus. Ils seront également publiés sur les sites internet des partenaires de l'ensemble de l'étude. Je voudrais simplement souligner 3 grands points qui me paraissent plus particulièrement importants. On a parlé de confiance. Je pense que le premier point, c'est bien de restaurer la confiance. Restaurer la confiance entre les acteurs, restaurer la confiance avec les usagers du bâtiment. Ça passe par 2 choses. D'abord, par une information plus pertinente et accessible à tous. Donc, par exemple, la création d'un certain nombre de catalogues des aides. Les aides disponibles, notamment à l'échelle locale, parce qu'il y a un catalogue qui existe à l'échelle nationale, mais on pense qu'effectivement, il faut que cet élément soit décliné au niveau local. Ça passe aussi par la mise en place de plateformes de mise en relation au niveau des territoires, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, c'est là où tout se joue, entre une demande, mais aussi une offre, et une offre de qualité. C'est le deuxième point. Créer de la confiance, c'est renforcer l'efficacité et la qualité des travaux. Et on l'a dit, lutter contre la fraude. Je ne vais pas y revenir, ça a été très largement exposé dans l'exposé précédent. Et aussi accompagner la montée en valeur de toute la filière et la montée en compétence de tous les acteurs. Deuxième sujet, il faut répondre aux attentes des usagers. Et ceci, le faire en filière. Il y a l'efficacité énergétique, mais les usagers ont aussi des attentes en termes de qualité de l'air, par exemple. Et ça veut dire aussi introduire des notions de confort-été dans l'ensemble des politiques du bâtiment. Il faut repenser, en fait, le bâtiment et les problématiques d'efficacité énergétique et de qualité du bâtiment dans leur ensemble, au service, en fait, de l'usager, et fournir une réponse intégrée, globale à l'usager. Enfin, et c'est la conclusion sur laquelle je souhaite insister, on l'a dit aujourd'hui,
le vrai enjeu, c'est la transition énergétique et climatique. Et qu'il faut mieux cibler les actions d'efficacité énergétique, et ceci sur l'ensemble de la chaîne dans le secteur du bâtiment, dans la construction, dans le neuf et dans la rénovation, c'est-à-dire l'ancien. Là, il y a un vrai message. Il faut mettre en cohérence en fait, l'ensemble des politiques climatiques avec les enjeux climatiques et peut-être introduire un critère de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans toutes les politiques réglementaires et incitatives pour arriver à cet objectif de neutralité carbone en 2050. Voilà, j'en ai fini pour cette courte introduction. Vous retrouverez l'ensemble des conclusions, je le redis, au niveau du document de synthèse qui vous a été remis. Et ce sera également publié, ainsi qu'un rapport plus détaillé sur les sites de nos partenaires. Et je pense qu'il est temps de laisser place au débat. Merci beaucoup pour votre attention. Merci à vous, Emmanuel Jean. Merci beaucoup. Alors, on va place au débat. Justement, Olivier, David, Emmanuel Gravier, Julien Hans et Philippe Pelletier, venez vous installer pour commencer à débattre ensemble. Alors pour cette table ronde, eh bien vous aurez certainement l'occasion de poser aussi vos questions. Olivier David, chef du service du climat et de l'efficacité énergétique à la DGEC, merci d'être avec nous. Emmanuel Gravier, président à la FFIE de la Fédération française des entreprises de génie électrique et énergétique. Et on verra que vous êtes vraiment à la croisée entre le bâtiment, l'électricité, vous nous en direz plus. Julien Hans est également avec nous, directeur énergie environnement au CSTB. Et Philippe Pelletier, merci aussi d'être avec nous cet après-midi, président du plan bâtiment durable. Peut-être Olivier, David, Philippe Pelletier, première réaction sur cette étude, sur la synthèse de l'étude. Olivier, David. Merci beaucoup. C'est vrai que déjà, je voudrais quand même remercier l'ensemble de la filière électrique d'avoir fait cette étude sur laquelle on partage quand même l'essentiel des conclusions, puisque notre politique en matière d'efficacité énergétique, et notamment dans le bâtiment, elle est bâtie vraiment sur deux piliers. Je dirais elle marche sur deux jambes. La première jambe, c'est le climat. Atteindre, je dirais, cet objectif fixé par la loi énergie-climat de neutralité carbone en 2050, c'est-à-dire à la fois pour y parvenir diviser par deux les consommations d'énergie, mais surtout, je dirais, décarboner l'énergie qu'on consomme. Et donc, ça veut dire très concrètement, d'ici 2050, sortir du fioul, sortir du gaz naturel. Et c'est ce qu'on souhaite atteindre aussi dans le domaine du bâtiment. Et je dirais le deuxième grand pilier sur lequel est bâtie notre politique, c'est l'usager. C'est d'avoir vraiment une politique qui soit centrée sur l'habitant. Et l'habitant, il se pose deux questions. Comment je baisse ma facture et comment je peux augmenter, je dirais, le confort dans le bâtiment. Et donc, c'est ces deux objectifs qu'on adresse pour l'usager. Baisser la facture, augmenter le confort, qui se traduit par des travaux de rénovation, par une nécessité d'accompagner, je dirais, la personne qui fait des travaux, et par un travail sur le reste à charge. Comment est-ce qu'on réduit le reste à charge pour, je dirais, les ménages qui souhaitent faire des travaux. Voilà, que ce soit accessible pour qu'il y ait un vrai élan dans la rénovation. Philippe Pelletier, quel est votre regard vous, sur l'enquête qui a été réalisée sur l'étude ? Un mot d'abord sur la tonalité. J'accorde infiniment plus de poids aux préconisations, aux recommandations pour l'avenir qu'au constat souvent un peu déceptif qu'on fait de la situation actuelle. Je ne partage pas du tout les éléments de constat sur le fait qu'on est en retard, que ça ne marche pas, qu'on n'y arrive pas. Je ne crois pas du tout que ce soit un constat raisonnable devant une action qui est celle de la rénovation des bâtiments qui est profondément nouvelle pour notre société. Il faut du temps. Et on a devant nous 30 ans pour réussir à atteindre les objectifs 2050 qu'on s'est fixés. Et les recommandations qui sont faites sont à cet égard
tout à fait intéressante. J'ajoute une deuxième, et je ne les commande pas davantage, j'ajoute une deuxième remarque. On a tendance parfois à opposer une massification de l'action de rénovation qui supposerait en somme de ne pas chercher l'excellence sur chacun des bâtiments à des actions très performantes sur d'autres bâtiments. Moi, je crois qu'on a besoin des deux et qu'il y aura des régions de France où les données climatiques, la volonté des acteurs conduira à mener principalement des actions très performantes et d'autres régions du territoire où on sera dans une massification avec une efficacité performantielle moindre. Et je pense que c'est ce tout qui nous permettra d'atteindre en moyenne les objectifs dont on s'est doté. Donc acceptons un peu de différence, acceptons une modulation des actions sur le territoire. Merci Emmanuel Gravier, Julien Hans, si vous voulez réagir sur cette enquête. Cette enquête, on y est partie prenante. Donc cette on étude retrouve... d'ailleurs, c'est pas une enquête. Oui, c'est une étude, oui. Non, on retrouve bien tout ce qu'on a pu dire en premier lieu, Madame Jean, quand vous êtes venue nous voir. Il est évident qu'on vit une révolution complète de nos métiers d'installateurs électriciens, j'en dirai peut-être un mot tout à l'heure, et l'étude nous projette vers ce que sera le marché de demain, vers ce que seront les marchés de demain, avec des différences, bien sûr. Je suis assez d'accord avec M. Pelletier sur le fait qu'il faut laisser le temps au temps. Les freins à tout ce que vous venez de voir comme préconisation et ce qui sera le marché de demain, il n'y a pas que le temps. Le temps est un plus, mais il y a aussi des aspects financiers et surtout l'aspect de compétence générale de toute la filière. Parce que c'est à peu près aujourd'hui ce à quoi on se heurte dans le développement de nos business. Moi, je représente la FFIE, c'est-à-dire 5000 entreprises d'installation électrique diffusées sur tout le territoire. On est vraiment en prise directe avec la réalité concrète. Il n'y a pas que les grandes villes. Il y a aussi les villes moyennes, il y a aussi tout ce qui se fait en campagne. C'est vrai qu'il y a des différences entre les territoires. Aujourd'hui, ce qui rassemble tout cet ensemble disparate un peu de marché, que ce soit en termes de volume ou en termes de technicité installée, c'est la compétence de la maîtrise d'œuvre, la compétence des metteurs en œuvre. Là, il y a un vrai sujet. Mais se donner le temps, oui, mais vous comprenez l'impatience à la fois sur les enjeux climatiques et sur des foyers, on a parlé de précarité énergétique. Non, mais ça ira plus vite que 30 ans, là. Là, tout va très vite, là. Non, parce qu'on peut se raconter tout ce qu'on veut comme histoire, mais là, le mouvement est lancé et ça va très très vite. Et dès qu'il y a un petit peu de finances et dès qu'il y a un petit peu de capacité d'investissement, on se retrouve avec des installations d'une technologie incroyable. Alliant numérique, ENR, tout ça va vite. Il y aura, avant 30 ans, ça sera une sacrée révolution. Julien Hans, alors justement, est-ce que la technologie va booster l'accélération de la rénovation ? Oui, la technologie, tout plein de choses. On partage les conclusions de l'étude qui a été présentée ici, avec d'ailleurs des éléments de réponse assez concrets, puisque les C2E aujourd'hui financent aussi des travaux de recherche et développement, sous chapeautage d'EGEC d'ailleurs, mais en gros, certains de ces projets que nous pilotons visent par exemple à donner confiance dans les travaux de rénovation, par exemple avec des dispositifs de réception des travaux, qui permettent de garantir que j'ai ce que j'avais calculé sur le papier. Ou en tout cas, même peut-être un peu moins que ça. On pourrait accepter que ce soit un peu moins bien, mais au moins que ce soit garanti. Et à des coûts raisonnables, c'est ça, parce qu'il faut aussi que et donc à des coûts raisonnables. Parce que rappelons-nous que quand vous payez une facture à un artisan, s'il revient 2 fois ou 3 fois quelque part à quelqu'un qui a payé aussi. Donc si on garantit les travaux, on peut aussi avoir ça. Ce matin, il faisait question de la donnée aussi. Partager l'ensemble des données pour que les propriétaires de parcs puissent connaître leur parc instantanément et gratuitement. Ça passe par la mutualisation de l'ensemble des bases de données dont on dispose. Et ça, c'est des choses extrêmement intéressantes pour finalement apporter des réponses concrètes à tout le monde tout de suite. Dernier point, effectivement, standardiser, donc des projets aussi qui visent à apporter des réponses un peu toutes faites, qui sont déjà packagées vers l'usager, son confort, sa qualité d'air et sa facture in fine. Bon, alors quand vous en parlez, on a l'impression que c'est super simple et qu'il n'y a plus qu'à. On va rentrer un peu dans le détail. Philippe Pelletier, vous êtes plutôt attaché à explorer dans un premier temps le logement privé, plus particulièrement ceux qui sont occupés par des locataires. Pourquoi vous avez focalisé votre attention sur ce point-là et quelles sont peut-être les pistes aussi à développer ? Alors, c'est maintenant qu'on s'intéresse au parc locatif privé, après avoir exploré
un certain nombre d'autres sujets qui nous paraissaient prioritaires, et notamment celui qui vient d'être évoqué déjà à plusieurs reprises, qui est celui de la lutte contre la précarité énergétique. C'est le sujet principal qui allie des enjeux sociaux et économiques forts avec des enjeux écologiques majeurs. Et ce sujet-là, il concerne principalement la propriété occupante dans des maisons individuelles. Et donc c'est un mode d'action qui a beaucoup retenu notre attention et qui a conduit à mettre en place des dispositifs. Après, on s'est attaqué à l'immeuble collectif, et l'immeuble collectif, c'est à la fois le parc social, sur lequel un rythme d'action, 120 000 rénovations énergétiques performantes par an est en place, est en train un peu d'augmenter. Il n'appelle pas beaucoup de discussions. Et puis, il y a les 8 millions de logements en copropriété, dans lesquels on observe, ce qui n'étonnera aucun des copropriétaires présents dans la salle, une difficulté à décider ensemble de travaux importants. Et là, on s'aperçoit qu'il y a une partie des copropriétaires non occupants, qui sont les copropriétaires bailleurs, qui sont naturellement des freins à la prise de décision parce qu'ils n'ont aucun intérêt dans les zones tendues à voter des travaux qui représenteront un coût sans retour pour eux, puisque le niveau du loyer ne pourra pas bouger et que la récupérabilité des charges ne s'en trouvera pas sensiblement altérée sur les locataires. Et donc voilà, que faire pour le les parc motiver, locatif privé devient un sujet clé, d'abord parce qu'il représente un peu plus de 6 millions de logements, et ensuite parce que le gouvernement a accompagné une initiative parlementaire au moment du vote de la loi climat-énergie, qui a été de se saisir du sujet du parc locatif privé, alors que le projet de loi ne le prévoyait pas. Et le Parlement nous a donné une feuille de route qui est de dire « vous avez 10 ans pour mettre de l'ordre dans ce secteur, faute de quoi, au bout de 10 ans, en 2028, nous considérerons qu'il faut sortir du parc locatif les épaves thermiques. » Voilà. Et c'est à partir de là qu'on s'est dit, il va falloir qu'on ne se croise pas les bras, mais qu'on trouve les moyens pour accompagner les bailleurs de façon à ce qu'ils comprennent l'intérêt de rénover le parc loué. Alors, il y a déjà des outils qui existent, qui sont peu pratiqués dans le parc privé, notamment un qui est de permettre aux bailleurs de réclamer aux locataires un retour de la partie du gain que fait le locataire en termes d'économie de charges, bon, mais peu pratiqué dans le parc privé. Et puis, on s'est demandé s'il ne serait pas intelligent que le bailleur privé, comme le propriétaire occupant, puisse bénéficier de la prime CITE portée par l'ANA. Et pour le moment, la réponse des pouvoirs publics est oui, sans doute, en 2021. Et le Sénat, par sa commission des affaires économiques, se fait un peu plus pressant en imaginant d'insérer ça dans le PLF 2020. On verra bien, mais voilà un autre moyen. Et puis après, il y a d'autres actions d'accompagnement. Il y a une pédagogie à faire parce qu'encore une fois, pour les bailleurs comme pour les autres ménages, le fait de rénover profondément un logement n'est pas inscrit dans notre histoire. L'histoire de notre pays, c'est plutôt d'avoir des logements qui sont dans le jus, qui était celui des pères et grands-parents. Hein, et quand on a l'audace de repeindre ou de changer une moquette, on a déjà l'impression de faire une rénovation. Ce qu'on propose, c'est une transformation beaucoup plus ample, et il faut donc un peu de temps pour susciter la compréhension, l'adhésion, l'appropriation des dispositifs. C'est ce qui est en train de se produire. Et donc le parc locatif privé, il est nécessaire de mettre un focus dessus. Donc on a fait un petit travail de propositions sur ce sujet. Si je peux garder encore un instant le micro, je voudrais faire écho à
deux sujets qui viennent d'être évoqués et que j'ai entendu dans un épisode récent. J'ai eu la chance d'aller passer 3h30 avec la Convention citoyenne pour le climat. Les 150 personnes tirées au sort qui planchent un week-end sur 2 pour nous faire des propositions d'ensemble. Ils ont fait un groupe de travail d'une 30aine de personnes qui planchent sur le logement et donc les sujets principalement de rénovation. Et j'ai entendu deux choses qui me semblent importantes de la part de gens qui étaient sensibilisés au sujet mais n'avaient pas vraiment réfléchi ou travaillé encore le sujet. La première chose, c'est qu'ils trouvent très court qu'on leur parle rénovation énergétique. Ils sont déjà dans le trip de la rénovation environnementale, c'est-à-dire de la prise en compte du poids carbone des actions qu'on mène. Et il faut dire que pour le moment, notre plan n'a pas encore pleinement intégré cela. Il le fait du côté de la construction. La réglementation environnementale va prendre en compte fortement le paramètre carbone. Il faut qu'on ait ce travail dans le champ de la rénovation. Puis la deuxième chose qui nous a été dite, c'est vous êtes bien sympa d'imaginer des aides, des accompagnements, etc. Si nous demeurons dans cette attitude qui est la nôtre, et ils l'ont tous dit, les jeunes, les vieux, les retraités, les actifs, cette attitude qui est une défiance à l'égard de l'ensemble de l'offre de services qui est pour le moment proposée. C'est votre propos d'il y a un instant. Que ce soit pas seulement les artisans du bâtiment, mais aussi le syndic de copropriété, la banque qui ne s'intéresse pas trop au sujet, le notaire qui ne donne pas les conseils adéquats, comme le gestionnaire de l'immeuble, l'ensemble du dispositif, le diagnostiqueur qui fait des études qui ne nous semblent pas très fiables. Si on n'a pas confiance, toutes les aides de la Terre ne nous mettront pas en mouvement. Et on a donc un travail majeur à faire avant de vouloir espérer une massification à grande échelle, c'est renforcer la qualité de l'offre. Alors ça passe par les études que Pierre Chambu, par les travaux que Pierre Chambu nous a décrits, de lutter contre l'éco-délinquance, et il le faut, mais ça ne suffit pas. Il faut qu'on ait une offre de services sérieuse, groupée, et peut-être accompagnée de garanties, où la promesse de travaux est assurée d'être réalisée. Bref, on a encore un gros chemin à faire pour façonner une offre qui rétablisse la confiance de la société française, et ce n'est pas le cas en ce moment. La confiance pour à la fois massifier et prendre en compte aussi les émissions la réduction des émissions carbone. Emmanuel Gravier, alors quels sont les leviers pour accélérer quand même ce mouvement, même s'il faut du temps. Alors j'élargirai un petit peu le propos au-delà du logement. Il y a aussi tout le tertiaire, le petit tertiaire. Hein. C'est aussi le logement, c'est au sens large. Hein. Il n'y a pas que le logement individuel et collectif. Il y a aussi tout ce qui est tertiaire et petit tertiaire. Je renforce encore mon propos introductif. Il est sûr que les professionnels qui sont en face des gens qui vont décider de l'investissement, pour que les clients, parce qu'à un moment donné, il faut parler de clients, des consommateurs et les usagers de demain, puisque les clients deviennent des usagers exigeants, avec un certain nombre de raisons d'être exigeants. Je pense notamment aux petits tertiaires et aux tertiaires un peu plus conséquents aujourd'hui. Les gens ont besoin de confort de travail. Il y a toute l'évolution sociologique aussi des grands bâtiments qui ont des coworking, enfin toute la mode d'aujourd'hui. Tout ça, ça tire vers le haut toute la filière. Et ça tire vers le haut toute la filière, ce qui implique pour nous qu'il y ait des gens capables d'expliquer que tout ça va marcher. Alors, est-ce qu'il y a des garanties de ça marche ? Ça, c'est encore un peu compliqué pour les professionnels, si vous voulez. Attendez, c'est un peu compliqué pour les professionnels de garantir toujours, quoique ça me rappelle le débat aussi sur l'autoconsommation et l'assurabilité des installations de photovoltaïques. C'est sûr que s'il n'y a pas de garantie, qu'il y ait au moins un peu de résultats, les gens ne vont pas y aller. Mais à un moment donné aussi, dans les affaires économiques, il y a le risque. On oublie un peu dans ce pays, parce que ce n'est pas une culture qu'on développe dès le plus jeune âge,
Il faut qu'on risque quand même d'investir, il faut qu'on aille un peu plus loin. Des gens dans le Nord, enfin, quand on échange, nous, avec nos collègues installateurs électriciens ailleurs, on voit bien qu'il y a des pays qui sont un peu plus en avance. Je pense aussi à l'IRVE, le véhicule électrique. Bon, je reviens 30 secondes à notre beau pays français, où le risque n'est pas quand même développé. Pour qu'on limite le risque et pour que les gens, investisseurs, usagers de demain, veuillent aller vers ces solutions, il faut qu'il y ait des professionnels en face qui puissent leur parler techniquement et avec pertinence, j'allais dire, de ce qu'ils vont gagner à installer le mixte numérique, hein, parce que je suis d'accord, tout à l'heure quelqu'un a dit on n'a pas trop parlé de numérique, sauf que je me souviens que Christine, l'année dernière, le colloque était uniquement sur le numérique, ce qui au milieu des énergéticiens était un choc culturel. Bon, je ferme la parenthèse. Sur le numérique, non mais le numérique, c'est une des solutions aussi, la smart economy, le smart grid, c'est une des solutions pour qu'on puisse économiser l'énergie et pour que les bâtiments soient encore plus vivables et durables. Et c'est pas évident, parce qu'après une rénovation, on a tendance aussi à... Enfin, c'est la garantie, l'économie de charge, et aussi une notion de confort. Bien sûr. C'est pas évident de le mesurer. Bien sûr, non, mais les évolutions sociologiques qui ont été décrites, c'était peut-être plus dans les bâtiments de logement, j'allais dire dans les bâtiments où on travaille, les hôpitaux, les lieux d'éducation aussi. Il y a toute une révolution en cours sur les matériels installés, hein. Et encore une fois, et des concepts, hein. C'est pour ça que j'en profite aussi pour dire que d'installateurs électriciens, nous allons devenir des intégrateurs électriciens. On intègre des systèmes, on intègre des technologies, on intègre des nouveaux usages. Ce n'est pas l'intégrale mathématique de notre enfance, c'est l'intégration, c'est-à-dire le regroupement d'un certain nombre de sujets qui font que, a priori, si tout se passe bien et si toute la filière, les petits, les moyens, les gros, hein, il y a des gros installateurs, enfin des gros énergéticiens qui ont des filiales d'installation électrique pour l'instant encore, et bientôt intégrateurs électriciens. Tout ce mouvement est en cours pour qu'on puisse, avec tous nos clients, faire en sorte que la confiance soit là et qu'on puisse avancer d'un cran tous ensemble. Après, moi, je ne suis pas un spécialiste des données économiques que ça donnera comme résultat. Ce qui est sûr, c'est qu'on voit bien quand on installe, en tout cas sur certains bâtiments aujourd'hui, un système de smart grid intelligent, qui a aussi des histoires d'enveloppe, qui a aussi des histoires d'isolation, qui a peut-être aussi un peu de production photovoltaïque ou du sol, eh ben ça marche. Ça marche, il n'y a pas besoin de garantie, ça marche. Bon, Julien, on sait ce qu'il n'y a vraiment pas besoin de garantie, ou est-ce que c'est si compliqué que ça de... C'est quand même une garantie de confiance. Enfin, c'est sûr que si on me dit, moi, avant de commencer des travaux, je vous garantis, on fera les études, après, ça va fonctionner, vous allez diminuer tant de votre facture, ça aide. Oui. Avant de reparler de garantie, je voulais qu'on parle juste de chiffres et de savoir ce que l'on fait. C'est Lord Kelvin qui avait dit ça à l'époque. Hein. Si je ne peux pas mesurer, je ne peux pas progresser. Alors, on va mettre l'énergie de côté une seconde et j'y reviens sur la garantie, puis on va parler de réchauffement climatique. Ce matin, j'ai entendu une petite voix timide nous dire « Si, moi je sais, c'est 11 tonnes par individu les émissions de gaz à effet de serre d'un citoyen français. » D'accord, donc c'est 11 tonnes. Est-ce qu'il y a un gisement dans le bâtiment ? Bien sûr qu'il y a un gisement, puisque entre un bâtiment existant à 300 kWh par an par mètre carré, dans certains cas, à un bâtiment neuf de 50, il y en a un qui est à peu près l'équivalent de 4000 km de véhicules individuels par an, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, et l'autre donc jusqu'à 80 000. Hein. Ça parle un peu. 11 tonnes, c'est quoi ? Si on ne sait pas où ils sont, on ne va pas pouvoir avancer non plus. Alors je balance des chiffres qui parleront peut-être à autre chose que du bâtiment, mais il se trouve que vous allez voir, le bâtiment, il parle quand même de tous ces trucs-là. 11 tonnes, c'est 10 mètres cubes de bois stockés, à peu près. Ça fait quand même un bel arbre chaque année à faire pousser. 11 tonnes, c'est 10-15 mètres de bâtiment construit. D'accord ? 11 tonnes, c'est 800 kilos de viande. Ça fait quand même une bonne quantité de viande par an. C'est 27 tonnes de légumes. C'est 100 000 km par an. Accessoirement, si on parle de réchauffement climatique, on pense que l'incendie en Amazonie, c'est 2 fois la consommation, enfin les émissions de gaz à effet de serre de la France, 2 ans, quoi, l'équivalent de 2 ans de consommation, d'émissions, on va dire les choses un peu comme ça. Je crois qu'il faut qu'on connaisse ces chiffres-là, sinon on ne va pas pouvoir avancer. Alors pourquoi je parle de ça ? Vous mentionnez la réglementation environnementale. Elle va prendre en compte les émissions de gaz à effet de serre. Bien sûr, sur la partie exploitation, c'est-à-dire l'énergie que je consomme en exploitation et son poids carbone, mais aussi faire rentrer les produits de construction qui sont dedans. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la filière technologique qui est derrière, je vais évaluer, s'il y a du transport, je le prends en compte. Je viens de dire que le transport, ça pesait quand même.
S'il y a de l'extraction de matière, je la prends en compte. Si elle n'est pas efficace, je la prends en compte. Donc la réglementation environnementale, c'est la localisation de nos industries, des usines propres, et on fait rentrer ça dans le bilan. Alors est-ce que c'est une vraie filière? Du coup, de fait. Parce que je peux faire des bâtiments performants, et on en parlait à midi, accessoirement, derrière, je peux m'exporter. Donc ça, c'est juste pour rappeler que, évidemment, il y a une énorme filière, sur le neuf d'abord. Je rappelle que les expérimentations sur le carbone nous montrent aujourd'hui, entre les moins bons bâtiments et les meilleurs, qui sont quand même plutôt des bâtiments sympas, hein, qu'on nous remontre dans l'observatoire, on mesure 300-350 kg de CO2 d'écart entre le meilleur et le moins bon. On ne sait pas encore dire si c'est une erreur de calcul ou si c'est un vrai résultat. Mais c'est des gens qui n'ont pas cherché à optimiser le carbone tant que ça, hein. Ils ont sorti leurs résultats. On n'a pas de filière industrielle aujourd'hui. C'est quoi l'équivalent du rouleau d'isolant pour la RT 2012 ou de la pompe à chaleur? C'est quoi l'équivalent pour la réglementation environnementale qui vient? Quelle est l'offre industrielle qui va se propager? Donc, il y a forcément des gains considérables à aller chercher. Ensuite, ces gains, ils sont sur le papier. Donc, ça revient à votre question sur la garantie. Effectivement, il faudra faire des choses. Alors, je vous raconte très rapidement, effectivement, sur l'enveloppe. Je crois que c'est une illustration qui parle bien. On a vu une publication la semaine dernière qui nous disait, bah oui, il semblerait que quand j'isole partiellement, en fait, je n'ai pas d'économie d'énergie. Bah oui, effectivement, certains occupants raisonnent à iso-budget. Donc, s'il chauffait à 17 ou 18, il y a fort à penser qu'avec un petit gain sur les fenêtres, on va chauffer à 20 ou à 21, comme tout le monde, mais on ne va pas faire d'économie. En revanche, je vais investir dans l'isolation. Comment je peux avoir la certitude que la consommation dorénavant, elle est liée potentiellement à un effet rebond, à la limite pourquoi pas, mais certainement pas au mauvais choix des produits, à une mauvaise installation ou à une mauvaise conception. Et là, ça rejoint le donner confiance. Donc on crée aujourd'hui des méthodologies qui sont extrêmement simples, entre guillemets. Ça vise finalement à instrumenter votre bâtiment en réception. Il faut quand même 24-48 heures pour le faire en fonction des typologies, ce n'est pas anodin. Il y a un coût, oui, 500, 600, 1000 euros probablement, à mettre dans les mains des de ceux qui font aujourd'hui l'étanchéité à l'air, par exemple. C'est un élément pour donner des garanties. Et on peut le faire aussi sur les systèmes énergétiques, parce que plus ils sont complexes, plus il va falloir les commissionner et s'engager sur les résultats. Ça, c'est pour la confiance. Ensuite, il faut donner envie. Alors, donner envie, je pense que ça touche à d'autres choses que le bâtiment, mais je prends un exemple qui me frappe. Quand vous faites construire, la plupart du temps, on vous dit « Oh, vous faites construire, bon courage, hein. Ça va être dur, hein, tout ça. Hein. » Je ne me souviens pas qu'on fasse ça dans une concession automobile. Quoi. Quand on va acheter un véhicule, on nous dit « Ah bon, c'est sympa, tu as changé de véhicule, il a l'air bien. » Donc, pour l'envie, il y a encore d'autres choses. Je pense que la dimension sociétale n'a pas été creusée. Est-ce que rénover un logement, c'est un acte effectivement assez particulier, quoi. Merci. Olivier David, un point sur les certificats d'économie d'énergie. On a bien vu que la dimension carbone était importante si on veut se projeter demain pour diminuer le réchauffement de la planète. Est-ce que vous avez des pistes, des projets pour aligner justement la politique énergétique et la politique climatique au niveau des C2E, par exemple? Pour prolonger plutôt ce qui vient d'être dit, c'est vrai qu'il est important de donner confiance et de pouvoir mesurer... c'est les travaux qu'on mène sur l'accompagnement de l'ensemble des ménages. Et donc pour ça, on a lancé un grand programme qui est le programme du service d'accompagnement de la rénovation énergétique qui adresse les trois secteurs qu'on a évoqués, les ménages, le petit tertiaire et aussi les artisans et le tissu industriel du bâtiment pour pouvoir, mobiliser l'ensemble des acteurs, les accompagner sur des solutions performantes de rénovation. C'est 200 millions d'euros que l'État a mis sur la table, qui sera ensuite abondé par les collectivités pour pouvoir mettre en œuvre sur l'ensemble du territoire ce sujet. Il y a un outil qui est important dans la mesure, c'est le diagnostic de performance énergétique qui, doit être un vrai guide pour l'ensemble des usagers du bâtiment pour savoir combien consomme le bâtiment. Quand je fais une rénovation, qu'on puisse faire un diagnostic de performance énergétique avant et après, qu'on puisse mesurer, de façon réelle, les économies d'énergie. Pour ça, on a un travail en cours extrêmement important sur la méthodologie, pour voir, ce qu'on appelle dans notre langage le rendre opposable, c'est-à-dire, pour être très concret, que quand on fasse un DPE par un diagnostiqueur ou un autre, on aboutisse, systématiquement au même résultat. L'idée, c'est de le rendre lisible avec une approche usagée, et donc d'avoir, de changer un peu l'étiquette énergétique, faire une étiquette énergétique en énergie finale, puisque c'est ça qui est important pour l'usager, c'est l'énergie finale, combien est-ce qu'il va payer son énergie,
avec, je dirais, une étiquette énergétique assez claire, dans lequel, quand on serait F et G, on serait dans une passoire thermique, et quand on serait A et B, on serait sur un logement performant, dans lequel, je dirais, l'objectif qu'on devrait atteindre en 2050, pour nous, ça serait la limite entre le B et le C, ça serait, je dirais, le parc qu'on doit atteindre. Et donc, ça permettrait d'être un guide pour savoir, quand on fait une rénovation, d'où est-ce qu'on part, où est-ce qu'on arrive, combien est-ce qu'on économise, et donc d'avoir une étiquette énergétique en énergie finale. Pour donner envie, il y a aussi des aides, et donc vous en avez parlé. C'est les C2E, mais c'est aussi MaPrimeRénov'. MaPrimeRénov', c'est la grande réforme qu'on mène sur le CITE. L'idée étant, plutôt que d'avoir un crédit d'impôt qu'on touche après un an, voire plus, un an, de 1 à 2 ans selon le moment où on a fait les travaux, en crédit d'impôt. Et d'ailleurs, la plupart des Français qui ne payent pas d'impôt, je dirais, ne savent pas qu'on peut avoir un crédit d'impôt, même si on est non imposable, de la transformer en prime qui sera versée au moment où on fait les travaux. Puis il y a les C2E, je dirais, qui est le grand outil de l'efficacité énergétique dans l'ensemble des filières, mais aussi dans le bâtiment, qu'il faut qu'on mobilise sur l'ensemble de ces travaux d'efficacité énergétique. Alors, on a commencé à le faire sur le chauffage, sur l'isolation des combles et des murs avec nos coups de pouce qu'on a lancés en début d'année. On va le mobiliser pour la copropriété. On est en train de lancer un coup de pouce rénovation globale des copropriétés, dans lequel ça sera une aide, du coup, extrêmement substantielle qui pourra être versée, non pas à chacun des copropriétaires, mais à la copropriété, avec des objectifs de performance pour la rénovation globale des copropriétés. Les C2E, c'est aussi un outil, c'est un outil pour faire des économies d'énergie, mais aussi des économies de gaz à effet de serre. Et c'est notamment via ces coups de pouce, je dirais, qui sont orientés, très orientés économie de gaz à effet de serre, dans lequel, je dirais, les actions qu'on soutient le plus, c'est quand on passe, par exemple, de vieilles chaudières fuel ou gaz vers de fuel ou gaz vers du gaz performant ou de la pompe à chaleur. Et progressivement, le système des C2E, notamment, a cette coloration gaz à effet de serre. Il a encore été renforcé dans la loi énergie-climat, avec, par exemple, l'interdiction de faire des actions qui augmenteraient le gaz à effet de serre. Par exemple, de financer des actions qui reviendraient à transformer un logement chauffé à l'électricité par un logement chauffé au gaz. Sur la création d'une filière, Olivier David, l'existence de cette filière et comment favoriser l'émergence, puisque c'est le titre de notre table ronde, sur ce sujet-là. Comment la favoriser, comment l'accompagner ? Alors, on a pas mal d'outils. Il y a bien sûr le contrat stratégique de filière qui, je dirais, permet de rassembler l'ensemble des acteurs autour d'actions fédératrices. Mais, je dirais, la filière de l'efficacité énergétique dans le bâtiment, c'est aussi une filière, je dirais, animée par des grands acteurs nationaux, mais c'est aussi une filière locale. On a lancé toute une série de programmes C2E pour, je dirais, animer cette filière et former les acteurs. C'est la formation des artisans, la formation de tous les types de professionnels, les syndics, de former, je dirais, aussi les syndicats de copropriété, et de décliner, je dirais, au niveau local des groupements avec les artisans, les acteurs locaux pour pouvoir, je dirais, proposer au niveau local les bonnes solutions pour accompagner les ménages. Philippe Pelletier, vous, je sentais que vous aviez envie de réagir. Non, j'approuve tout à fait ce qui vient d'être dit en voulant simplement évoquer un paradoxe compliqué pour les entreprises. Une entreprise est prête à investir du temps et de la réflexion à se former et à essayer de développer des produits attractifs quand elle voit que le marché est là. Et à l'inverse, le marché sera là, je l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'il y aura en face une offre complètement pertinente. Et on est donc à ce moment où l'offre et la demande se rencontrent en partie, probablement 400 000 rénovations performantes chaque année,
mais ne se trouve pas complètement parce que le niveau de l'activité, si j'accepte les coups de pouce qui modifient sensiblement ces chiffres par des actions parcellaires, n'est pas encore au rendez-vous. Donc on est dans une phase un peu compliquée et il est très important que ce qui se produit en ce moment s'inscrive dans la durée, c'est-à-dire une action publique qui est portée au bon niveau ministériel, de façon cohérente et harmonieuse, je l'espère, dans la durée au moins jusqu'à 2022. Si l'ensemble de la sphère professionnelle sent cette volonté d'enraciner ce programme dans la durée, je ne doute pas que les filières se mettront en ordre de marche. Mais il faut cette phase de confiance dans l'action publique qui suppose aussi un peu de stabilité des dispositifs. Et ça, c'est très compliqué. C'est très facile à dire, très facile à souhaiter, très compliqué à mettre en ordre parce que l'annualité du budget rend possible l'action parlementaire d'ajustement des dispositifs année après année. Donc, on a encore des efforts à faire pour permettre le déploiement de cette filière. Et moi, je pense que le terme de vœu pieux que vous marquez dans le titre de cette séquence est de la provocation. On a largement dépassé le vœu pieux. On est dans la construction d'une vraie filière. Mais pour qu'elle se déploie pleinement, il faut encore un peu donner des gages que l'action publique est bien enracinée dans la durée. Et également avoir les emplois et les compétences en lien avec la transition énergétique. Emmanuel Gravier, un EDEC des emplois et compétences est justement en train d'être réalisé. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Tout à fait. Je voudrais rebondir quand même sur les derniers propos tenus. Bien sûr que vœu pieux vraie filière, c'était une forme d'introduction du débat. On est déjà dans une vraie filière. On le vit au quotidien, la filière. Il y a les énergéticiens qui font un boulot formidable. Alors je ne veux pas me faire mettre à dos s'il y a des grands dans la salle, mais entre EDF, Engie notamment, allez, voilà, on va mettre des finalistes. C'est un boulot extraordinaire qui est fait pour que cette filière existe déjà dans la production. Ensuite, il y a un gros travail qui est fait dans l'installation, l'intégration qu'on représente. On n'est pas les seuls, hein, il y en a plein d'autres. Et il y a un énorme effort dans des entreprises. Vous disiez qu'il faut qu'on sente le marché, mais on le sent, le marché. Et il faut qu'on prenne ce risque. Et c'est notre boulot. Et croyez-moi, petit, moyen ou gros, on est en train de prendre des tournants incroyables dans les compétences, justement, dont on aura besoin demain. Alors oui, il y a eu cet échec, non, c'est pas un échec justement, cet EDEC qui est mis en... Non, mais c'est pour éviter l'échec de nos entreprises qu'on a fait cet EDEC, pour qu'on puisse avoir les compétences demain, parce qu'on a un problème de quantitatif et de qualitatif par rapport aux gens qui travaillent dans nos entreprises. Hein. Et grosso modo, c'est pour évaluer les besoins de toute la filière. Toute la filière, hein, c'est vrai, des énergéticiens. L'UFE fait un travail formidable d'animation. Hein, et merci aussi à l'UFE de faire tout ça, parce qu'on a besoin de tous se rassembler. Ce n'était pas le cas il y a quelques années encore. Et là, qui est la parole donnée aux intégrateurs électriciens, au milieu des producteurs, notamment d'énergie, c'est un acte fort quand même de la filière qui est partie liée, qui a partie liée. Les compétences de demain, il y a plus de télécom, il y a plus de numérique, il y a plus d'informatique industrielle. On le voit, nous, en dehors de l'EDEC en cours, on travaille avec l'Éducation nationale sur les référentiels dont on a besoin, même pour les apprentis de base, parce qu'il y a eu un peu de casse au niveau de la politique de soutien à l'apprentissage ces dernières années. Là, c'est reparti. Le gouvernement a fait un sacré boulot pour relancer le phénomène d'apprentissage. On a besoin de gens dans les années qui viennent, qui soient adaptables, qui sachent aussi vendre. Ça rejoint un peu le début de notre table ronde, qui sachent vendre les nouvelles technologies. Donc il faut les former dès le plus jeune âge. Quand il y a une biformation entre un peu de technique et du savoir-être, du savoir-faire, du savoir-vendre, alors c'est encore mieux. Voilà, c'est vers tout ça que va l'EDEC dont vous parliez. On est bien confiant vis-à-vis des pouvoirs publics. On annonce de telles demandes, qu'il y ait des mesures concrètes qui soient prises pour
alimenter un peu les aides et autres incitations pour qu'on puisse avoir de plus de personnes là, dans ce domaine-là. Un petit mot sur le CITE. Il ne faut pas casser ce qui marche. Je le dis aux représentants de l'État, ou quand on croise des gens, des ministères, des ministres, Emmanuel Vargon, on lui redisait récemment, attention, cassez pas ce qui marche. On sait bien qu'il y a peut-être une évolution intéressante. Je ne maîtrise pas encore la loi de finances future, mais grosso modo, c'était bien parti. Ce qui est bien, c'est quand il y a de la stabilité, je renforce le propos en tant qu'entrepreneur, quand il y a la stabilité fiscale, environnementale et tout ce que vous voulez, bah, ça permet quand même d'allouer des investissements, d'allouer des dépenses et de prendre encore des risques. Voilà. Merci Philippe Pelletier. Juste un mot en complément. Je n'oublie pas que notre principal défi dans notre action de rénovation environnementale des bâtiments, c'est ce parc de 17 millions de maisons individuelles. Et pour elles, si les perspectives de l'entrée du numérique peuvent exister, elles sont moins à notre portée que dans les immeubles collectifs. Et le vrai sujet, c'est celui que l'étude mettait tout à fait bien en relief tout à l'heure, c'est que la rénovation énergétique ou environnementale du bâtiment ne peut être embarquée qu'à l'occasion du traitement de sujets sociétaux plus vastes. Le principal étant, dans ces maisons individuelles, de réussir le maintien à domicile des occupants plutôt âgés qui y vivent, ce qui suppose une adaptation du logement au vieillissement et au handicap. Et c'est à cette occasion qu'on pourra embarquer la recherche d'un bâtiment sobre en énergie et à faible empreinte environnementale. Donc en disant cela, je rends le sujet un peu plus compliqué, mais je le rends un peu plus proche de l'attente des ménages qui ne se décideront que si on règle en une fois l'ensemble des difficultés qu'ils ont dans cet habitat individuel. La confiance, les capacités de financement et donc les aides qui vont avec et l'accompagnement. Est-ce que vous avez, j'imagine, des questions, si on peut mettre un peu de lumière dans la salle ou pas? Oui, j'arrive. Un peu de lumière dans la salle pour qu'on fasse un débat avec la salle. Alors, je me présente, M. Benzacourt, professeur de génie électrique à l'Académie de Paris. Vous avez parlé, M. Emmanuel Gravier, sur la réforme des programmes et tout ça. Je trouve que depuis la réforme 2011, on n'a plus d'électricité ni en seconde, 15 ans, ni en première S, et un tout petit peu en terminale S. Alors, trouvez-vous normal qu'avec l'ensemble des ingénieurs ici présents et les grandes sociétés... Vous ne faites pas d'électricité en terminale S. Ce n'est pas mon sujet, moi je parlais d'enseignement professionnel. Hein. Alors, il faut reconnaître que l'enseignement professionnel en France, il est soi-disant réservé à des élèves en situation d'échec. C'est un peu malheureux de dire ça, mais c'est une vérité. C'est pas vrai. Moi, j'ai géré, depuis maintenant, en direct, un centre d'apprentissage, centre de formation et d'apprentissage, qu'on appelle un CFA. Là aussi, il y a une évolution du financement des CFA qui est désormais maintenant avec les régions. Mais grosso modo, on n'a pas que des gens... Bien sûr qu'il y a une image pas extraordinaire pour des parents quand les enfants vont dans l'enseignement professionnel. Mais c'est une erreur parce qu'il y a un boulot pas possible, il y a des évolutions, des plans de carrière. C'est dommage qu'il y ait encore cet état de fait. Et on n'a pas que des gens à problème, il y en a. Mais il y en a aussi dans l'enseignement général et même dans les beaux quartiers des gens à problème. Ils veulent rien faire. Eh oui, oui. Donc il faut arrêter de stigmatiser uniquement tous ceux qui vont dans l'enseignement professionnel. Il y a du boulot pour demain. Aujourd'hui, sur un chantier, très concrètement à Paris, vous n'avez plus un seul type issu de la formation professionnelle française sur des métiers de base. C'est dommage. Ça vient partout de l'étranger. Il n'y a plus assez. Non, mais je pense que la France a un savoir-faire excellent exceptionnel dans le domaine de l'électricité. On n'a que des leaders mondiaux. On n'a que des leaders mondiaux dans la filière, puisqu'on parlait de filière. Les EDF, les Enedis, les Schneider, les Legrand, enfin bon, les Engie, tout ça, c'est les leaders mondiaux. C'est exceptionnel. Donc, on a aussi un appel d'air. Et il y a toute une filière aussi d'entreprises plus modestes, mais où il y a un sacré boulot à faire et où des gens peuvent faire une carrière, voire même créer leur entreprise, ce qui est quand même le Graal de la solution pour s'en sortir. Voilà. Merci beaucoup.
Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Bonjour, je suis journaliste pour le journal Contexte. Moi, j'ai une question au niveau de l'efficacité énergétique dans le bâtiment neuf et notamment la réglementation environnementale 2020. Une tribune a été publiée qui craint une forte perte d'ambition par rapport à l'expérimentation E+, C-. Est-ce qu'on peut avoir un petit point par rapport à ça? Que va advenir de l'indicateur bilan BPOS? Pourquoi fixer le coefficient d'énergie primaire à 2,1 plutôt que 2,3 plutôt que 2,58? Voilà, si on peut avoir un petit point par rapport à ça. Merci. Un petit point quand même, c'est des questions très techniques. Allez-y. Merci beaucoup. Merci pour la question. Effectivement, on a en face de nous un grand enjeu qui est de réussir ce qu'on appelle la RE 2020, qui est la nouvelle réglementation environnementale du bâtiment, qui doit prendre en compte les enjeux énergétiques, mais aussi les enjeux climat, puisque notre priorité, c'est vraiment de réussir la neutralité carbone en 2050. Et la neutralité carbone, elle passe aussi par l'électricité. Je pense qu'il faut qu'on arrête d'avoir l'électricité honteuse dans le domaine du bâtiment, y compris d'ailleurs au sein des électriciens, dans lequel on évite d'en parler. L'électricité dans le bâtiment, c'est un peu honteux. Je pense qu'il faut, pour nous, l'électricité, c'est la solution pour pouvoir réussir l'atteinte de la neutralité carbone à l'horizon 2050. Cette place de l'électricité dans le bâtiment, c'est vrai, ça donne lieu à un certain nombre, de combats entre énergéticiens, puisque un des effets de la RT 2012, ça a été l'augmentation du gaz dans le bâtiment. On avait 20% de logements au gaz avant la RT 2012. On est passé à 40% de logements au gaz à cause de la RT 2012, et notamment dans le domaine des copropriétés, dans lequel on a plus de 75% des logements en copropriété neufs depuis l'ère 2012 qui sont chauffés au gaz. La neutralité carbone, c'est aussi sortir des énergies fossiles. Et donc, la RE 2020 s'inscrit dans cette trajectoire de la stratégie nationale bas carbone. Pour ça, on est sur des réglementations qui sont complexes, dans lesquelles il y a énormément de paramètres. Et un paramètre en lui-même, n'a pas d'effet. C'est vraiment des combinaisons complexes de paramètres qui ont des effets. Et on est au stade d'élaboration de la réglementation dans lequel on lance, mais le CSTB pour en parler bien mieux que moi, une grande campagne de simulation dans laquelle on va essayer de simuler toute une série de jeux de paramètres pour voir quelles solutions existent, comment est-ce qu'on atteint, les résultats qu'on fixe et quelles sont les émissions de gaz à effet de serre qui en résultent. Un des paramètres, c'est bien le PEF, le facteur de conversion énergie finale énergie primaire, dans lequel, la question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce qu'on la fixe au moment où on construit le bâtiment et pas sur la durée de vie du bâtiment. Et donc, quand on prend la trajectoire de la loi énergie-climat qui induit une diminution de la part du nucléaire, à 50% dans le mix électrique en 2035 et qu'on prolonge à 50%, quand on construit un bâtiment maintenant sur 50 ans, ce fameux PEF est calculé à 2,3. Il y a un deuxième sujet qui est, le contenu carbone de l'électricité, dans lequel il faut que la valeur qu'on retient soit plus proche de la réalité. La valeur qu'on souhaite retenir, c'est 80 grammes de CO2 par kilowattheure, qui est la valeur que donnent les calculs dans, la valeur dans la technique de la méthode mensualisée par usage. Et donc, c'est l'ensemble de ces facteurs qu'on est en train de revoir et de caler pour pouvoir fixer la RE 2020. Ça provoque un certain nombre d'inquiétudes, notamment par des gens qui vendent des solutions, des solutions qui marchent bien dans la RE 2012, qui ne marcheront plus dans la RE 2020. Et les solutions qui marcheront, c'est celles qui permettent d'atteindre la neutralité carbone.
Julien, est-ce que vous voulez préciser peut-être par un ou deux exemples des travaux que vous réalisez sur ce sujet? Je crois que ce qui est important de rappeler, c'est ça, c'est on change de méthodologie. On faisait de la simulation énergétique dynamique pour calculer l'énergie en exploitation. Maintenant, on va faire une analyse de cycle de vie. C'est un bilan comptable sur l'environnement de tout ce que je prends à la planète et tout ce que je réémets. Avec le choix de... Alors cette méthode, elle sera appliquée pour tous les bâtiments, mais on ne retiendra effectivement que l'indicateur énergétique et l'indicateur carbone. Donc ce matin, on disait fin de mois, fin du monde. Bon, fin de mois, l'indicateur énergétique, ce que je vais un peu payer pour chauffer pour l'eau chaude sanitaire et l'éclairage, et puis donc la fin du monde qui rentre un peu dans le calcul, où on va essayer de caractériser nos émissions de gaz à effet de serre. Donc il y a un GT applicateur qui est effectivement en place pour tester les différents scénarios, voir un peu ce que ça donne. Et effectivement, c'est un changement important en termes de méthodologie. Je rappelle aussi, et pour qu'une réglementation, encore une fois, avance, il faut effectivement des travaux au préalable. Donc ça fait 10 ans, HQE performance, E+, C-, tout ça va dans le même sens. C'est-à-dire c'est la même méthodologie, c'est des acteurs de terrain qui l'ont testé. Il y a encore 6 ans, on nous disait qu'une ACV, ce n'était pas possible parce que j'avais perdu les métrés en phase conception, je ne les avais plus. Donc je crois que là-dessus, il faut être assez confiant. On ne peut pas demander à la filière d'être confiante si nous-mêmes, on n'est pas confiants dans la manière d'avancer. Cette méthodologie va changer effectivement la manière de mesurer, je crois pour le plus grand bien. Je rappelle aussi que l'échelle bâtiment est aujourd'hui l'échelle réglementaire, mais qu'avec ce que nous venons de dire sur la construction, à l'échelle des quartiers, il y a des gains considérables. On rappelait ce midi que mutualiser des surfaces, par exemple, et donc l'objet bâtiment n'est qu'une composante de l'efficacité énergétique. On ne l'a pas beaucoup dit dans le titre. C'est l'efficacité des systèmes, l'efficacité des bâtiments, mais l'efficacité aussi de nos quartiers, de nos villes et de nos territoires. Philippe Pelletier. Oui, juste une réaction sur cette tribune qui suscite votre question. S'il y a quelque chose dont on ne peut pas douter, c'est que on est d'abord, comme il vient d'être dit, dans une phase tout à fait préparatoire de la réglementation, et il y a encore des arbitrages qui ne se sont pas rendus. Et puis, cette préparation de la réglementation environnementale, elle est faite de façon extraordinairement transparente et ouverte, avec une collaboration exemplaire entre les sphères professionnelles et les administrations. On a mis en place un processus qui est animé par le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique, à travers toute une série de groupes de travail, à travers la prise en compte des retours d'expérience qu'ont suscité le développement, le déploiement du référentiel E+, C-, qui fait que il n'est pas raisonable de laisser entendre que dans une sphère administrative obscure, cette réglementation se préparerait en catimini contre la volonté des acteurs. Ce n'est pas du tout ça qui se produit, et les gens qui sont inspirés par l'association Négawatt, qui ont écrit cette tribune, sont largement partie prenante de la discussion et de la concertation. Donc je veux simplement rassurer, ce qui est en train de se construire est intelligent et dans un dialogue avec les professions qui est probablement exemplaire. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a le temps pour une dernière question ou est-ce que David Barrault est là? On a le temps pour une dernière question? Allez, une toute dernière. Alors s'il y en a une. Je me lève. Oui. Bonjour, Lilia Galaïdol, Efficacity. Donc, vous avez parlé de performance énergétique, d'efficacité énergétique et même de réduction de carbone. Mais qu'en est-il de l'indépendance énergétique? Est-ce que c'est un indicateur que vous regardez? Je dirais, on le regarde dans les finalités. Je dirais la neutralité carbone en 2050, c'est aussi une politique d'indépendance énergétique. Puisque je dirais les vecteurs énergétiques de cette neutralité carbone, c'est à la fois la biomasse, l'ensemble de la chaleur renouvelable et l'électricité, qui sont 3 vecteurs d'indépendance énergétique. Quelqu'un veut compléter? On a même le temps pour... Vous voulez? Allez, bon. Comme la réponse était courte, j'en prends une toute dernière, toute petite.
Bonjour, Lydia Douala de GeoPLC. Ma question s'adresse à Olivier David concernant dans le Dans le cadre de la 2e édition de la Semaine des énergies renouvelables, vous avez évoqué le cumul du fonds chaleur avec les certificats d'économie d'énergie. Est-ce que ce serait possible d'avoir quelques détails ou un calendrier ou mise en place? Merci. Oui, enfin, ça ne concerne pas trop le sujet de la table ronde, mais effectivement, on va pouvoir cumuler ces 2 œufs et fonds chaleur. Voilà, je pense qu'on donnera tous les éléments dans le cadre approprié. Bon, il est temps de conclure. Merci beaucoup. Merci à tous les 4. Merci d'avoir été avec nous cet après-midi pour ce débat riche.